Alors là, le gagnant en fait du bouquin DDD, bah, c'est être le roi de l'humour, le tweet le plus humoristique. Alors, c'est l'humour de Gilles, hein, c'est pas le nôtre. C'est pas garanti. Tu l'as mis en notification quoi, Ouais, t'es en mention. en mention, donc dans les notifs. New notif. Celui-là. Bon, voilà. Bravo à Nils. Pas mal. Pas mal, bravo. Bien Bravo. observé. Donc, Nils. T'as gagné le Blue Book. Tu as gagné le Blue Book. Voilà. Et bon courage. Ouais, il va faire une présentation à DDD Paris. Bon, alors l'épisode 3. L'épisode 3, ça va être un peu plus léger en code. On va vous parler d'architecture hexagonale. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on a pris un code legacy avec Bruno, qu'on a découvert, on a backtesté, on a mis un harnais de test, ce qui nous a permis après de s'attaquer à ce truc-là pour le refactorer, l'améliorer. On va essayer de l'améliorer en faisant émerger les concepts du domaine, mettre du comportement pour avoir un domaine qui ne soit pas anémique, et sortir de tout ça. Depuis le début, on a du code technique qui était mélangé avec du code du domaine. C'est quelque chose qui revient un peu vite comme les mauvaises herbes en gros. Et donc si on ne met pas des gardes-barrières, si on ne met pas des frontières, c'est quelque chose qui revient très vite. Donc l'architecture hexagonale, c'est un pattern qui permet de lutter contre ça. Donc de bien séparer, ça a plein de vertus, mais c'est de bien séparer le domaine et l'infra, le code d'infrastructure étant les appels HTTP, etc., etc. Alors pattern d'architecture hexagonale, c'est M. Alistair Cockburn qui a inventé ça il y a quelques années. Donc lui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un des co-fondateurs du manifeste agile. Il a écrit beaucoup sur les use cases, la capture de besoins, etc. Ceux qui ont fait le kata, Elephant Carpaccio aussi, c'est aussi du Alistair Cockburn. Alors, le pattern d'architecture hexagonale, qu'est-ce qu'il présente comme caractéristique? Ça permet d'embrasser le changement, ça permet d'épouser le changement. On avait fait avec Cyril Martrer une université à Devox il y a quelques années où on avait appelé ça la même pas mal architecture. Il y a une nouveauté, un truc sur lequel tu dois te connecter, même pas mal, c'est bon, on est capable, quand on a de l'architecture hexagonale, d'encaisser les changements assez facilement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va retenir, c'est que ça permet aussi de protéger le code du domaine de tout le code technique, donc de bien séparer les responsabilités, separation of concerns. Et puis, c'est aussi, certains l'appellent la testable architecture, donc c'est vraiment en mode TDD aussi, c'est assez adapté pour construire une application from scratch notamment. Il faut quand même faire un petit contraste par rapport à ce que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire les architectures en couches. Auquel cas, là, c'est un vrai cauchemar de tester la couche métier. Il y a tellement d'interdépendance qui va en haut, en bas. C'est en ce sens que le mot testable architecture est vraiment très important. Exactement. Parce qu'en fait, dans l'architecture hexagonale, alors comment on y arrive? C'est de manière très simple. On peut retenir que c'est l'intérieur et l'extérieur. Voilà. L'architecture hexagonale, c'est deux zones. C'est pas du baklava, c'est pas des millefeuilles, des couches. Qui a des architectures en couches dans ses projets? Voilà, je pense que c'est à peu près universel, ubiquitous, c'est omniprésent. Ça a émergé vraiment début des années 2000 où on en parlait sans arrêt et du coup c'est devenu quasiment un standard de fait. Donc l'architecture hexagonale, il y a deux endroits, il y a l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur c'est quoi? C'est le code du domaine. Donc on va protéger avec des barbelés et voilà, pour éviter que le code de l'infra, des frameworks techniques, etc. viennent s'insérer là-dedans. Un des intérêts de ce truc-là, on en parlait avec Jérémy dans DDD Reboot, c'est que quand on est jeune développeur, on a besoin de se frotter à plein de trucs techniques. Et puis nous aussi, on aime bien aussi les trucs techniques par ailleurs. L'archi hexagonale, elle permet de définir un petit jardin, donc la zone infra en dehors du barbelé. C'est là où vous pouvez tester, utiliser tout un tas de nouvelles librairies sans mettre en péril le code du domaine. C'est-à-dire de rendre le code du domaine obsolète, parce qu'en général, le code du domaine, il va changer moins souvent que les frameworks JavaScript ou que les frameworks, enfin bref, peu importe quoi. Donc ça permet de sécuriser ça. Alors en général, donc dans ces deux zones, c'est seul l'extérieur, c'est seul l'infra qui a le droit de rentrer dans le domaine en termes de dépendance. Donc c'est seul l'infrastructure, le code d'infra qui a le droit de connaître les objets du domaine et de les manipuler. Le domaine, bien entendu, il ne doit rien connaître, il doit rester entre soi, quoi, entre domaines.
ne doit pas référencer, donc c'est pour ça qu'on fait des flèches toujours vers l'intérieur. Et alors comment on rentre et comment on sort, parce que quand même, sinon on appelle ça une autre style d'architecture, il faut que ça puisse collaborer avec l'extérieur. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des ports et des adapteurs. Donc les ports et les adapteurs, ce sont des endroits où on rentre et on sort de l'hexagone, où on rentre et on sort dans le domaine. Alors, c'est assez flou sur les ports et adapteurs. En fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec Alistair Cockburn pas plus tard que hier là-dessus. Et il m'a confirmé que port, pour lui, c'est pas ce que j'avais compris. Port, c'est l'intention, c'est l'API. Donc le port, c'est l'intention, et l'adaptateur, c'est la somme des choses qu'il faut mettre en branle pour qu'on puisse aller rentrer de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire mapper le format JSON, par exemple, de l'extérieur, vers un format reservation attempt ou train de l'intérieur. Donc c'est à ça que vont servir les adaptateurs. Et tu as quand même dit que c'était la métaphore du monde musical, hein, les jacks qu'on mettait dans les appareils. C'est ça, les jacks, les trucs électriques, etc. Ouais. En fait, c'est un peu la notion d'interface. Oui. Exactement. D'ailleurs, les ports dans l'archi hexagonale sont des interfaces qui font partie du domaine. Que ce soit pour appeler le domaine, porte d'entrée du domaine, ou pour pouvoir que le domaine puisse poser des questions à l'extérieur, à une base de données, un middleware. Il ne va pas s'adresser aux détails de Oracle ou machin. Il va s'adresser à un repository en général, quelque chose une interface abstraite qui va lui communiquer avec les termes du domaine, les informations autour de ce qui est là, les trains, topologie des trains, etc. etc. C'est vraiment les prises qui vont se trouver pour rentrer dans le domaine et en sortir. Les prises, les jacks, voilà, c'est un peu les métaphores. C'est une notion d'interface. Et l'intérêt, c'est que vous avez le code du domaine au centre et que vous pouvez rajouter des ports et des adapteurs très facilement. Donc là, en l'occurrence, sur le truc de Jérémy, sur l'application de Jérémy, on a un code JSON pourri de SNCF. On a nous-mêmes un code JSON quand on appelle la boîte noire là, de train-train, on a un format JSON. Si demain, tu as un autre prestataire où tu veux déployer en marque blanche sous un autre format, avec l'archi hexagonale, il va juste rajouter un port et un adaptateur pour cette marque blanche, pour cette nouvelle exposition, sans avoir à toucher la façon d'interroger le train-train, le système, l'API actuel. Et donc, voilà, on peut rajouter très facilement. C'est une problématique technique, effectivement. Si on veut rajouter un nouveau protocole, le protocole buffer, etc., on peut le faire très facilement et changer la prise et en mettre une autre. Alors, ça marche aussi avec, justement, souvent avec la persistance, par changer de solution de persistance. Et en pratique, sur les projets, je l'ai fait, c'est génial. Avec Thomas, on est des grands promoteurs de l'archi hexagonale parce que concrètement, ça marche pour l'évolutivité vraiment du. Ouais, et puis, il faut rajouter que l'adapteur, souvent sa responsabilité qui est vraiment importante, c'est qu'elle vient normaliser par rapport à notre domaine. Et donc, même si, là on était conformiste dans le cas du projet, mais si on avait voulu un modèle différent, pas prendre le train, etc., qu'on avait un adapteur qui modélisait par rapport à nos choix, à ce moment-là, ça aurait été possible. Et donc finalement, toute l'adaptation, toute la normalisation est dans l'adapteur et pas dans notre code métier. Notre code métier reste parfaitement aligné par rapport à nos choix. On a ce qu'on appelle les contextes et on pourrait protéger notre contexte train-train des changements de SNCF, etc. Avec cette couche, cette sorte de DMZ, quoi, une zone de démilitarisation entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, une archi hexagonale, on branche des ports et des adapteurs sur une logique métier. Il y a plusieurs types de ports et adapteurs. Il y a les ports et adapteurs à gauche, qui sont souvent ceux qui servent à appeler le système. Donc c'est la porte d'entrée vers le système. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'était d'appeler en méthode POST et dire je veux 3 places ou 5 places pour le train bidule. Donc ça c'est un adaptateur porte d'entrée. Et on a les adaptateurs qui servent au système pour faire son travail. Il a besoin d'informations vis-à-vis de l'extérieur. Donc là c'est pour aller appeler les autres backends de la SNCF. On a un adaptateur pour le train data service et on a un adaptateur pour le booking référence. Donc il y a une asymétrie. Alors j'en discutais avec Alistair Cockburn, il me disait qu'initialement il était parti sur le concept de symétrie. En fait c'est une connerie. Il a dit hier, c'est une connerie puisque c'est profondément asymétrique. Donc voilà, donc on va le montrer juste après avec du code. Alors 3 étapes pour initialiser votre architecture hexagonale. La première c'est vous instanciez tous vos adaptateurs qui vont vous servir à aller vers l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, les deux là, ça va être le Train Data Service adapteur et le Booking Reference adapteur. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est vous instanciez votre hexagone, votre logique métier. Donc là, on va instancier l'hexagone et on va lui brancher, pour travailler, il a besoin de ses clés vers l'extérieur. Donc dans le constructeur, on va lui injecter ses clés. Deuxième étape. Troisième étape, on va instancier
l'adaptateur qui sert à rentrer dans l'hexagone, qui sert à poser des questions à notre hexagone, c'est-à-dire à notre logique métier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a instancié ce truc-là, on ne va plus que tenir l'adaptateur qui sert à rentrer dans l'hexagone. C'est comme si vous aviez un porte-clés et que vous teniez que la porte d'entrée, en fait. Et dans votre application, vous allez juste manipuler la porte d'entrée. À partir du moment où vous allez instancier votre architecture hexagonale, tout le reste du porte-clés, c'est-à-dire la logique métier au centre et les autres clés pour aller vers l'extérieur, c'est un détail d'implémentation. Ça va être, là, c'est peut-être un peu abstrait. On va rendre ça concret avec du code. Et donc, ça va être l'objectif là du. Je vais laisser ça affiché. Et l'objectif, ça va être de transformer le code qu'on a, laissé avant la pause, en architecture hexagonale. Alors, Web Ticket Manager. Je ne sais pas si vous voyez, déjà, il y a du JSON. Et donc, toute la logique métier, c'est la porte d'entrée vers la logique métier qui se trouve là. Moi, je n'ai pas envie de JSON là-dedans. J'aimerais bien, idéalement, que ça me retourne, non pas une tâche qui me retourne un string qui est un JSON, mais que ça me retourne une reservation attempt. Pour que, à l'extérieur, dans un adaptateur, on récupère une reservation attempt et on fasse le mapping du modèle métier vers le modèle JSON. Donc ça va être ça qu'on va faire. Alors, il y a un autre exercice qu'on va commencer à faire. En général, quand je fais de l'archi hexagonale, moi j'aime bien séparer les projets. Au lieu d'avoir des 1000 couches et 1000 projets qui correspondent à chacune des couches, j'aime bien avoir un train-train pour un domaine et un train-train pour infra, par exemple, là, en l'occurrence. Et puis un train-train pour un test. Mais, c'est un peu lent dans Visual Studio de créer des projets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des répertoires. Et on va déjà commencer à trier ensemble ce qu'on appelle le domaine et ce qu'on appelle l'infra. Je vais vous solliciter. Type après type, vous allez m'expliquer, vous allez me dire qu'est-ce que je dois mettre dans quel répertoire. Non. Booking, référence, service. Alors attendez, avant de faire ça, on va quand même, puisqu'il y a des types qui sont dans les mêmes fichiers, je vais faire un CTRL-SHIFT-R sur le truc et je vais mettre chaque type dans un fichier dédié. Faut pas en oublier. Comme ça, on n'oubliera pas. Donc voilà tout ce qu'on a généré depuis le début. Alors, Booking, référence, service. Ça pour vous, c'est quoi? C'est code d'infra ou code du domaine? Infra. Good. Hop. La notion de coach. Domaine, ok. La notion de... Alors là, il y a un piège. Booking, référence, service. Domaine, exactement. Même si c'est pour aller vers l'extérieur, on le fait avec nos mots à nous, nos propres mots à nous. C'est une interface, elle est abstraite, et il n'y a pas de dépendance avec la technologie qui nous sert à poser la question à SNCF. Bon. Le train caching, e-train caching. On le dégage, on le dégage. Il y en a qui suivent, c'est bien. E-train data service. Domaine, ok. Reservation attempt. Domaine, ok. Seats. Ok, alors JSON Poco. Site JSON Poco. Fra. Le train. Domaine. Train caching. Tu dégages. Tu te dégages. Alors, delete. Train data service. Ah, c'est l'implème. Hein. Donc il y a du HTTP et tout, ça devrait effectivement mettre plus à l'oreille. Train JSON Poco. Infra. Et alors le Web Ticket Manager, alors là. Bah, ça devrait être du domaine. Aujourd'hui, ça ne l'est pas, parce que franchement, on a des URL HTTP et puis et du JSON surtout. Donc l'objectif là, ça va être pour nous de faire émerger des adaptateurs. Un adaptateur qui sera le point d'entrée, vous savez, la clé d'entrée dans notre hexagone, et qui va se charger de transformer du JSON en requête intelligible pour le métier, c'est-à-dire la méthode réserve. Et la méthode réserve, on va lui faire retourner une reservation attempt. Ça vous va? Alors, comment on commence? Par quoi on commence? Ouais, j'ai entendu test, ouais. Eh ben, c'est un bon point de départ, toujours pour voir les tests. Donc, on va prendre les tests d'acceptance. On va partir du premier test d'acceptance. Et donc, alors, le premier test d'acceptance, là, ce sont des variables constantes. OK. Après, on instancie. Alors là, ce sont Train Data Service et Booking Reference Service. C'est quoi? Ben, ça va être les adaptateurs pour aller parler à SNCF. Donc, ça va être les adaptateurs de la partie droite. Ouais, les deux là. Les deux en bas.
OK, donc là, on a dit 3 étapes. On instancie d'abord ces adaptateurs-là. Après, on instancie... Quoi? Qu'est-ce qu'on instancie après? L'hexagone. Alors, moi, j'aime bien rendre les choses explicites. Donc, j'aime bien que quand on utilise une archi hexagonale, quand on discute avec Alistair Cockburn, il me dit bah, c'est le Web Ticket Manager qui est l'hexagone, en fait, dans une forme minimaliste. Donc oui, c'est lui le point d'entrée vers toute la logique métier. C'est à lui qu'on s'adresse. Mais moi, j'aime bien rendre la chose explicite, donc je crée souvent un petit wrapper qui encapsule ce Web Ticket Manager et qui est l'hexagone, ce qui permet de rendre plus explicite le fait qu'on ait une architecture hexagonale dans le projet. Pour les nouveaux développeurs qui arrivent, ils disent « Putain, c'est quoi un hexagone ?» Donc c'est le point de départ d'une discussion qu'on va avoir pour expliquer le pattern. Et puis, qui représente cette membrane, le fait de la concrétiser ne serait-ce que légèrement, ça permet de se raccrocher à ce qu'on a vu. Alors l'hexagone, on va le construire, on a dit, avec les 2 clés. Donc là, je suis dans la phase 2 là, de construction. Je vais donner Trend Data Service et je vais lui donner le Booking Reference Service. OK? Donc bah, l'hexagone n'existe pas encore. Donc on va le faire émerger. Je crée le type hexagone. OK? Qui prend en argument le Trend Data Service et le Booking Reference Service. OK. Je ne vais pas les garder eux. Je m'en fous parce qu'en fait, celui qui va les conserver, ça va être le Web Ticket Manager. Mon objectif là, avant dans mon test d'acceptance, je manipulais directement, je rentrais directement par le Web Ticket Manager. Là, je vous ai dit, l'hexagone, il va servir de wrapper pour ça. Donc je copie cette ligne-là et je vais, dans le constructeur de l'hexagone, faire un this.WebTicketManager. Je garde le champ. Donc là, c'est un Web Ticket Manager. Alors, l'hexagone, là, je pense qu'on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va vouloir, ça va être un wrapper, on va vouloir exposer les API du métier. Les API du métier, aujourd'hui, c'est le Web Ticket Manager. Je n'ai pas envie d'exposer tout le type. Donc, je vais faire émerger une interface. Et c'est cette interface-là que va représenter l'hexagone. Donc, ça va être un I, reserve, seats. Alors, c'est vrai que depuis le début, on a des I, data service, machin. En DDD, c'est Vaughan Vernon qui a parlé de ça, je crois, dans son bouquin IDDD. J'aime bien ce concept-là d'une interface. Le I, souvent, c'est un peu décrié sur certaines plateformes. Mais quand ça représente une intention, par exemple, je réserve des sièges, là, je trouve que ça a vraiment du sens. Et donc, c'est pas non, mais c'est pas la même chose. Pour moi, c'est clairement pas la même chose. C'est pas un I type concret, quoi. Là, c'est l'interface à la papa, c'est ce qu'on a en C# beaucoup. Le I réserve site, je fais des choses, je réserve des sièges, je fais des machins. Pour moi, c'est fonctionnel et ça a du sens. C'est vrai que c'est pas mal parce que c'est vraiment les cas d'usage, c'est je fais ça. Je fais ça. C'est l'intention, c'est la voilà, exactement. Il y a verbe et effectivement le complément d'objet, là c'est je réserve quoi des sites et ça doit se trouver tout ça dans le domaine. Alors, on la met où cette interface I réserve site? On la met où? Domaine ou infra? Domaine. Ouais. On la déplace. On va la créer. Alors là, donc mon Web Ticket Manager, il expose cette interface-là. Et mon hexagone, il va aussi, I réserve sites. Il va aussi exposer ça. Donc comme c'est un wrapper, je vais juste implémenter la méthode et puis je vais déléguer. Je vais faire un return de this.WebTicketManager. WebTicket, pardon, en minuscule, point réserve. En gros, on va déléguer cette méthode-là, train ID et site request. Alors j'ai fait une bêtise, je vais le corriger tout de suite. OK. Donc là, voilà. Là, je viens de créer la méthode. Donc, c'est-à-dire que mon hexagone, il est capable de commencer à recevoir des requêtes vis-à-vis de l'extérieur. Là, j'ai créé mon hexagone. Genre, je viens sur mon petit test, là. Et au lieu d'appeler directement ça sur le Web Ticket Manager, je vais m'adresser à l'hexagone. Ah ben non, je ne m'adresse pas à l'hexagone. Qu'est-ce que je fais d'après vous? J'ai le droit de parler à l'hexagone direct, là, depuis un contexte HTTP? Un adaptateur à gauche, exactement. Donc là, je vais créer mon adaptateur. Donc ça va être un réserve sites. Je suis un peu fatigué, alors je demande si vous avez des meilleurs noms, n'hésitez pas. Un new réserve sites rest adapteur. Bon. Ok, lui, il a besoin de quoi pour travailler? Bah, l'hexagone. En tant que I réserve site. Hein.
Alors, ok, réserve site, je vais mettre réserve site adapteur, comme ça, ce sera encore plus explicite. Donc là, je vais créer mon adaptateur. Donc ça, c'est l'adaptateur en noir là sur l'écran derrière. Je crée le type. Ok. Alors, c'est même pas l'hexagone. Alors, je vais garder l'hexagone ici, mais je peux garder le. Lui, ce qu'il manipule, c'est quelque chose qui lui réserve des sièges. Je vais garder ça dans un champ privé. Ok. Alors, c'est très exactement, je vous ai dit, c'est la porte d'entrée vers l'application, ça va être ça. Ça veut dire que ces deux lignes-là, elles vont être commentées hein, dans les minutes qui viennent, mais depuis le début, on est sur le test d'acceptance. On a quand même une application, on a une web API. Donc, on va aller voir, on va se rafraîchir la mémoire là sur le contrôleur. On a un reservation controller. Donc là, ça ressemble à du Spring Boot pour ceux qui font du Java, mais en gros, c'est là où on va déclarer nos routes HTTP. Là, c'est sur la ressource API réservation pour le verbe post. Donc là, c'est le framework ASP.NET qui me prend un JSON et qui me retourne un POCO qui est l'équivalent du JSON en objet. Donc là, si on va le voir, hein, c'est pas très. Là, c'est vraiment une data structure hein, pour le coup, qui représente le JSON qu'on reçoit dans les requêtes quand on interroge l'application train-train. C'est à ce moment-là où je vais vouloir parler à l'adaptateur en fait. Donc là, dans la callback, à chaque fois qu'on m'interrogera sur cette ressource-là reste, c'est là où je veux parler à l'adaptateur. Donc, le point d'entrée de l'adaptateur, ça va être sans doute quelque chose qui va recevoir un reservation request DTO en entrée, qui va donc le traduire dans le monde du domaine. Donc, première phase de la clé, c'est je viens de l'extérieur, j'ai un JSON. Je transforme ça dans une structure de données intelligible par le domaine. J'appelle la logique métier. J'ai la réponse qui va être une réservation attempt. Et je redétricote, c'est-à-dire je remets dans un contexte HTTP. Et donc là, je reproduis du JSON. C'est pour ça que je vous disais que c'est dans cet adaptateur-là qu'on va remettre la serialisation du JSON. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Fin de journée, c'est un peu dur. On va le faire, et de toute façon, ça va peut-être être plus clair. Et puis, de toute façon, on aura des questions-réponses après. Alors, j'ai juste un problème, c'est que mon reservation request DTO, lui, il fait partie du projet Web API. Donc, un truc qu'il faut que je fasse, c'est que je le déplace pour le mettre dans la partie infra du train-train. Donc là, j'étais dans le projet de Web API. Je vais faire train-train.infra. Je déplace le DTO dans la partie infra. Ce qui va me permettre de l'utiliser dans l'adaptateur. Sinon, j'ai un problème de dépendance. Donc là, voilà, il me déplace le truc. Donc là, il faut que j'importe la missing référence. Porte train-train, OK. Juste que ça recompile à nouveau. OK, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir donc faire dans mon adaptateur, à la limite, on peut prendre ça, hein, on peut prendre post. Hein. Donc je vais faire sur mon adaptateur, que je le retrouve, réservation de site REST adapteur. Donc là, moi, je vais lui créer une méthode. Donc on est là. Ce qu'on va lui faire, c'est un réserve site adapteur. Je vais faire quoi? Je vais faire un post. Et je vais lui donner quoi? Un DTO, New Reservation Seats. Est-ce que vous vous rappelez du nom ou pas? Reservation Request DTO, OK. Donc je vais faire ça. J'instancie un DTO dans mon test d'acceptance, parce que je me trouve dans mon test d'acceptance. Alors, Alt Entrée, ça va aller mieux. Et je vais lui passer. Donc là, le DTO, il demande un number of seats. Donc là, on a dit dans ce test, c'est 3, on le voit en dessous. Et l'autre, c'est train ID, train underscore ID. Bah, nous, ça va être la variable train ID qu'on a dans notre test. Donc là, j'instancie un DTO. C'est la requête. Et que je passe à l'adaptateur REST. Le post, il n'existe pas, je vais le créer. Donc c'est la première méthode de ma clé noire, là. C'est ma porte d'entrée vers le domaine. Donc là, je suis dans l'adaptateur. Qu'est-ce que je vais faire? Première chose, c'est de transformer. Donc là, c'est mapping from infra to domaine. Donc là, c'est un peu trivial parce que on a besoin de quoi pour rentrer dans le domaine? On a besoin d'un train ID. Et donc là, bah, c'est reservation request DTO.train underscore ID. Là, le mapping, il est assez simple, hein, on va dire, hein, ici. Le DTO, il n'est pas très compliqué. Parce que ASP.NET fait un travail pour nous déjà de serialiser le JSON d'entrée en un POCO. Mais en
En sortie, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est vraiment contextuel au fait du poste. Number of seats. Vous voyez, là, bon, le mapping est un peu galvaudé dans cet exemple assez trivial. Ensuite, eh bien, l'adaptateur, qu'est-ce qu'il fait? Il passe d'un modèle à un autre. Après, il appelle la logique métier. Donc, je vais faire un this. Ah oui, non. Call the domain logic. Ça, c'est clairement les étapes classiques de chaque adaptateur. Hein. Donc là, je vais faire un this hexagone. Hexagone, point. Et donc là, je vais faire réserve. C'est-à-dire que ce qu'on appelle poste dans l'adaptateur, dans la logique métier, on appelle ça réserve dans les mots du domaine. Train ID, et donc on a seats. J'ai créé la variable là, juste avant. Ça, on a vu que ça nous retourne un JSON pour l'instant. C'est moche, on va le changer, mais pour l'instant, c'est ce que ça nous retourne. Et donc là, le map from domain to infra, là, il est trivial parce qu'on est déjà, c'est le JSON Ticket Manager qui me fait le truc, quoi. Alors oui, ça ne marche pas parce que là, il faut que je retourne une string. Et d'ailleurs, tout étant asynchrone, je vais retourner une tâche de string. Juste ça, c'est parce que toute l'API derrière, elle est asynchrone. Je vais exposer mon adaptateur sur un truc asynchrone. Ça, c'est pour permettre de ne pas bouffer toutes les ressources inutilement du site ASP.NET. Donc là, ça doit compiler ou pas? Est-ce que ça compile? Ça compile pas. Je vais voir pourquoi. Donc là, je viens de créer un adaptateur REST qui va être ma clé noire là, pour rentrer dans l'hexagone. Et à chaque fois qu'on rentre, c'est en appelant une méthode de l'adaptateur, il fait le mapping d'un modèle de l'extérieur vers le domaine, il appelle le domaine et il remappe en sortie. Alors j'ai oublié des trucs de débutant, des points-virgules, j'ai une parenthèse en trop, je crois. Okay. Là c'est vert, donc c'est vert, ok. Donc là j'ai mon adaptateur, en fait, je vais récupérer le résultat, hein. Donc là c'est JSON result. Ok. Et en fait, je vais virer ce que j'avais avant. C'est-à-dire la logique métier que j'appelais directement, ça, maintenant que j'ai une archi hexagonale, je passe toujours par un adaptateur. Et donc l'assertion, elle va porter sur ce truc-là. Alors, ah oui, c'est asynchrone. Donc comme a fait Bruno tout à l'heure, il faut que je fasse un result. Ou je rends le test asynchrone, mais là, voilà. Ok, donc là c'est vert. Donc là, vous voyez, avant j'avais une logique métier. Là, j'ai créé un hexagone, et donc je l'instancie en lui donnant les deux adaptateurs qui permettent d'aller à SNCF. Et ensuite, j'ai mon adaptateur REST qui me permet de recevoir une requête qui est sous la forme du DTO. C'est très exactement la même chose que ce que... En gros, le test fait presque la même chose que l'API ASP.NET, la Web API en fait. Mon test d'acceptance, là, il n'a pas d'HTTP, mais il a déjà les formats de données JSON en entrée. Et donc voilà, c'est ça que je vais aller... alors, au lieu d'aller transformer et mettre l'adaptateur dans l'application ASP.NET, ce que je vous propose, c'est qu'on migre. On a un truc à faire quand même. C'est que dans le Web Ticket Manager, on a dit, bah, c'est pas globe là, tout ça, il y a du JSON. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse cette dernière opération sur ce type-là pour pouvoir lui donner un autre nom que le Web Ticket Manager, pouvoir lui donner un nom de Site Reservation Service, par exemple. Il va falloir qu'on expurge toute cette partie JSON. Alors, comment on fait pour bouger ça dans l'adaptateur qu'on vient de créer? Comment on fait? Ouais. On l'a fait plusieurs fois. Hein. Bon, je vais vous aider. En fait, on va faire notre carton, puis on va le déplacer. Donc, carton, c'est la méthode. Extract méthode. Et donc là, ça va être serialize to JSON, JSON serialize, qu'est-ce que vous préférez? Bon. JSON serialize. Allez. Cette méthode-là fera partie de l'adaptateur, hein, ça ne fera pas partie du domaine. Hein, donc voilà, et ça m'extrait ce truc-là. Donc là, je vous le rappelle, l'objectif c'est de remplacer ce string-là dans la méthode réserve. Aujourd'hui, la méthode réserve tout en haut, elle retourne une string, qui est JSON. Je ne veux plus qu'elle retourne une string. Ça, c'est la logique du domaine, je veux qu'elle me retourne une reservation attempt. Donc pour ça, il va falloir que je bouge ce code JSON. Alors là, je l'ai packagé ici. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est la même chose en bas. Hein. Ouais.
Donc ça, c'est le cas où c'est une réservation à thème qui est toute naze, qui est toute vide. Donc là, je vais faire un string.empty, parce que j'ai pas trouvé de place. Et là, je vais faire un new reservation attempt, en disant les sièges que j'avais demandé à la base. Et puis, c'est tout. J'ai pas trouvé de siège, donc voilà. Et là, il faut que je fasse le return quand même, parce que... Ok. Là, ça va échouer, parce que j'ai été assez vite là. J'ai été assez brutal. Ça tourne ou pas? Ah non, c'est vert. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ben c'est bon. Ok. Ce que je vais vouloir faire maintenant, on a dit, plutôt que de retourner une string, c'est une reservation attempt, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Idéalement, il faut que cette méthode-là, JSON Series, elle ne manipule que des reservation attempts. Parce que sinon, ça veut dire que ma méthode réserve au-dessus, il faut qu'elle me retourne ces 3 trucs. Bon, j'ai pas envie de faire un truc qui agrège ces 3 trucs. J'ai déjà la reservation attempt. Est-ce que ça te paraît logique, Jérémy, qu'une reservation attempt, elle agrège aussi l'identifiant du train qu'on a demandé et la booking ref qu'on a obtenue? Ça me paraît même simple parce qu'effectivement, c'est bien d'à partir d'une réservation de retrouver le train qu'on a demandé. Ok, donc on va faire ça. Plutôt que d'avoir train passé en argument, là, on va plutôt aller le chercher dans la reservation attempt qu'on a dans le 3e argument ici. Mais pour pouvoir faire ça, ben, il va falloir qu'on le passe à la reservation attempt. Et aujourd'hui, elle la passe, cet identifiant de train. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va changer les signatures. Donc la reservation attempt, elle est instanciée, c'est le retour de cette méthode-là. Donc on va changer CTRL-SHIFT-R, change signature. Je te rajoute un argument dont tu vas avoir besoin, toi, reservation attempt, pour être construite. Ça va être un string, train ID. Okay. Et par défaut, là, je vais te donner le train ID qui est dans le contexte. Le train ID, il a déjà dans le train? Oui, mais la reservation attempt, elle n'a pas le train. Oui, mais c'est le train qui l'a construit. Ah oui, donc on pourrait passer, effectivement, on pourrait se passer d'aller chercher là. Alors attends, le train, est-ce qu'on l'a partout? Je réfléchis. Et ouais, tiens, on va essayer. On va essayer, je fais CTRL-Z. Oups. Ok, on va essayer de faire ça, et ça va nous simplifier la tâche, normalement. Donc, à chaque fois qu'on a une reservation attempt, alors on a 2 cas où on l'instancie, c'est dans le cas idéal et le cas non idéal. Donc, on va aller dans le cas idéal. Donc là, on l'instancie. Alors, si je vais faire tiens, je vais changer la signature, ce sera plus propre. Je vais faire change signature. Et donc là, je vais lui dire, ajoute-moi une réservation de train, un train ID, pardon. Et donc tu m'as dit que je l'avais, donc si je fais un this.trainID, c'est peut-être en truc privé. T'es sûr qu'on l'a ou pas? On est quoi? On est dans le train. Dans le train, il est où le train ID? Est-ce que vous le voyez? Non, je crois qu'on l'a pas. Hein. On ne l'a pas. Alors, le train, c'est la copie conforme du JSON. Attendez, alors du coup, c'est total impro, mais on va regarder si on peut le trouver rapidement. Est-ce qu'on l'a là-dedans? Remarque au passage, le train ID, c'est un bon candidat pour un value object aussi, un value type. Oui, au lieu d'avoir une string. Plutôt que d'avoir une string, pourquoi? Parce que vous voyez, c'est la concaténation du numéro de train avec la date. Et rien ne m'empêche, à l'heure actuelle, c'est une string, rien ne m'empêche de mettre Toto. Voilà, donc plutôt que de faire des tests sur ce truc-là, autant en faire un value type. Je vais le donner au constructeur. Alors, en plus, on est dans un langage typé, autant en profiter. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est le donner dans le constructeur du train, parce que c'est au moment où on instancie le train qu'on a le Web Ticket Manager. Alors, ça va me péter tous mes tests d'acceptance. Alors, écoute, je sais pas trop. Je suis joueur, on va faire le test. Donc là, je vais changer la signature. CTRL-SHIFT-R, change signature. Je vais te donner un nouvel argument qui sera le string train ID. Ok. Donc, on va lui donner à manger dans le constructeur.
train ici. Alt entrée, introduce read only field, train ID. OK, donc maintenant que je l'ai, ça doit recompiler dans le build reservation attempt. J'en étais où là? OK, donc là effectivement ça compile. Enfin ici ça compile plus ailleurs, je vais aller regarder pourquoi. Je pense que j'ai pété tous mes tests d'acceptance parce que j'instanciais des trains sans lui donner les... Alors lui il l'a pas... Ah oui, c'est qu'on l'instancie depuis l'extérieur, donc là j'ai le train ID, ça tombe bien. OK. Est-ce que ça compile? Je pense que les tests TTT, les tests d'acceptance, ça échoue là. C'est dans les bookings générateurs, je pense? Non, où est-ce que j'utilise un train? Ah, attendez, je vais aller faire un fine usage, comme ça on aura un cœur net. Dans les tests. OK. Donc là, effectivement, bon, bah là, ça va être, je sais pas. OK. C'est une variable. Alors, on rend explicite les trucs, donc la variable, elle est là pour expliciter ça. Et dans le test d'après, OK. Donc là, ça compile sévère. OK. Je suis revenu, j'étais pas à l'aise parce que quand ça compile plus, et que je sais pas si je pète le comportement ou pas. Donc là, dans le reservation attempt, est-ce que j'ai passé le train ID systématiquement? D'après vous? Bah, on va aller voir. Hein. Le constructeur du reservation attempt. Reservation attempt. Ici, fine usage. Alors, il y a tous les autres constructeurs, effectivement, où... alors déjà, on n'en fait rien. Donc ça, je vais le rajouter dans un champ. Train ID. Donc désormais, la reservation attempt, elle a en mémoire le train ID. Je vais plutôt faire le ménage et je vais plutôt le stocker là. Donc là, je vais le chaîner. Train ID. Ah, excusez-moi, hein. J'avais répété avec une autre stratégie. Donc là, c'est un peu... Tac, ici. Et donc là, je le passe en dernier élément. OK, boum. OK. Donc là, je récupère le train ID. Alors, dans quel cas, j'ai pas de train ID? Si je fais 7 dans le domaine. Voilà, là, j'ai pas le... Donc là, je suis dans la coach. Et dans la coach, je ne l'ai pas. Donc, en gros, ça voudrait dire de foutre le train ID dans la coach. Est-ce que ça serait logique ou pas, d'après vous? J'aurais peut-être pas dû suivre l'intention. Est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est ça le truc. Alors, attends. Oh. Dans l'objet reservation attempt? Bah, en fait, l'objectif là, c'est de le mettre dans reservation attempt. La méthode build qu'on appelle juste en bas. Ici? OK. Oui, de toute façon, c'est ce que je comptais faire. Donc, alors, est-ce qu'on a le train? On n'a pas le train. Donc, effectivement, bah, écoute, on va le faire. On va le. Donc, alors, je fais fine usage pour aller voir qui l'appelle. Et c'est à ce niveau-là. OK. Là, j'ai pas d'identifiant de train. C'est le cas non idéal et le cas idéal. Bon, et ben on va changer la signature. On va faire ça. Changer la signature et je vais donner le train ID. Donc là, je fais en gros... Hein? Je suis dans le train, je l'ai? Super, merci. Donc, alors, il est là, build reservation. Ok, donc là, c'est là où je passe le train ID. This.train ID, je l'ai.
je vais faire en shell signature. Donc là, je vais quand même devoir le rajouter. Mais pour instancier, j'ai quand même besoin de le passer. C'est la méthode que... Par contre, il faudrait que tu le passes au coach sur le build attempt. Ok, donc c'est en dessous en fait. Ok. D'ailleurs, je le faisais déjà. Ok. Bon, alors depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de galérer sur un truc qui marche en fait, c'est ça? Le cas idéal, il est géré. Le cas idéal est géré. Ok, le cas non idéal, ici, là, il n'est pas géré par contre. C'est celui-là qu'il faut que je change. Ok, change signature. Donc je rajoute string train ID et je rajoute cette fois-ci le this.trainID. Ok, ok les gars. Donc là, ben j'ai le train ID, donc là je vais pouvoir le passer. CTRL P, train ID, ok, ça marche. Est-ce que ça compile? Ça compile, ça compile. Et ça va être vert. Donc, je vais retrouver dans le Web Ticket Manager qui était mon point de départ. Ok, ben là ça compile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, je peux remplacer reservation attempt. Point. Alors, train ID, je ne l'ai pas exposé. Reservation attempt. Alors, quand vous faites du live coding, restez sur votre truc initial. Je pense que c'est Voilà, c'est la perle de sagesse. Ouais, bon, c'est métier qui rentre. Hein. Train ID, ok. Alors, maintenant que je l'ai, je peux l'exposer. Train ID. Donc, je peux, du coup, lui, il ne sert plus à rien. Je peux faire un save delete. CTRL-SHIFT-R, le supprimer. Et donc, j'ai supprimé un premier. Alors, le deuxième, il va être plus simple à supprimer. Heureusement, il va être un peu moins chiant. Parce que le booking ref, en fait, on a déjà une assignation du booking ref. On a cette méthode-là là, dans Reservation Attempt. Donc, on a déjà la méthode. Il ne reste plus qu'à le... il ne reste plus qu'à... Attends, qu'est-ce que je fais mon objectif là, ça va être de supprimer le booking ref. Donc, que le booking ref fasse partie de la Reservation Attempt. Donc, il faut que je lui assigne this.booking référence égale... Voilà, c'est Sharper qui me joue des tours. Égale booking ref. Ok. J'ai fait une propriété, je la crée. Create property, ok. String, je vais la mettre en private set. Pas besoin d'exposer. Ok. Et donc là, ce faisant, je peux retirer booking ref ici et faire un reservation attempt.booking ref. Donc là, voilà. Donc là, normalement, je peux supprimer save delete. Et donc j'ai ma méthode reservation, JSON serialize qui ne prend plus qu'un seul reservation attempt. Donc ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que je vais pouvoir la déplacer dans l'adaptateur et donc correspondre avec le monde extérieur. Là, je suis dans ma business logique en lui donnant plus une string mais une reservation attempt. Donc là, je vais faire un changement de signature. Autant pour moi, CTRL-SHIFT-R, changer la signature. Donc là, je vais pas retourner une tâche de string, mais je vais retourner une tâche de reservation attempt. Ok. Next. Donc ça va péter un peu là, la compile. Hein. Donc c'est juste quelques secondes en pétant. La compilation. Tac. Donc là, je retourne directement les reservation attempts. Ok. Je vais compiler pour voir juste les endroits où ça a pété. Donc c'est ici. Là, je me trouve... Alors, je vais commenter tout de suite là, juste le temps que je fasse compiler le truc. Je suis dans la Web API là. Je vais juste commenter juste de manière temporaire. À la limite, si tu peux y penser, Bruno. Ce sera notre prochaine tâche, de restaurer l'application ASP.NET. Error list,
C'est dans mes tests, hein, effectivement. Alors, l'adaptateur, lui, avant, il récupérait une string. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est effectivement de mettre la serialisation du JSON dans l'adaptateur. Lui, il a besoin de quoi? Il a une dépendance? Le dump site. Ok, et bien on y va. Donc j'embarque les deux. Donc move instance méthode. Alors je veux pas la mettre dans reservation attempt. Alors ça c'est une truc astuce de Richard Harper. Je vais la mettre statique. Je vais mettre statique la dump site. Et là normalement je devrais pouvoir les déplacer. Move to another type. Ok. Et donc je prends les deux, JSON serialize et dump site, et je les mets dans. Ouais, là, il se passe un truc qui est propre à l'outil. Quand il voit qu'il y a une instance ou une méthode que vous allez détester, qui correspond au truc que vous allez, automatiquement, il va prendre votre instance. Du coup, on n'avait pas la possibilité de choisir un site qui doit partir avec la méthode, une dépendance. On va passer au choix une statique pour pouvoir les construire. Alors, je viens de déplacer la méthode JSON serialize et la méthode dumpSit. J'ai fait mon déménagement et je viens de les foutre dans l'adaptateur. Il ne me reste plus qu'à les utiliser au sein de l'adaptateur. Donc là, JSON, ça n'a plus, c'est plus un JSON, c'est une reservation attempt. Donc je vais l'appeler comme ça, reservation attempt. Ok. Et en fait, je vais faire un return de JSON serialize. JSON serialize de reservation attempt. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, en fait, on a dit que c'était à 5, ça. Hein. Donc là, c'est à 5. Ici, c'est un wait. Bon, c'est de la syntaxe C#. Mais c'est juste pour appeler proprement une méthode asynchrone, etc. Alors là, du coup, ça compile toujours pas. Il doit y avoir une dernière petite chose. Ici. Ah, excuse-moi, j'entends pas du tout. J'ai des ventilateurs juste derrière. Là, Oui, c'est cette méthode-là qui retourne au rien, en fait, c'est ça. Ouais, exactement. Throw not implemented. Ok, donc là, bon, là j'ai temp. Et new, c'est mieux, ouais. Fin de journée, putain, il faut une bière, les gars. Ça marchera mieux après une bière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé dans mon test d'acceptance. Je ne l'ai pas encore branché sur l'API. Donc on va quand même juste aller finir les tests d'acceptance pour... alors, l'hexagone, on le met où? D'après vous? Alors déjà, le Web Ticket Manager. Alors, tant que le Web Ticket Manager ne fait pas ce qu'il devrait faire, on va l'appeler avec l'interface iReserveSit. Bon, moi, l'hexagone, j'aime bien le mettre entre les deux. C'est pas vraiment de l'infra. Enfin, ça peut être considéré comme de l'infra, mais moi, je vais le mettre... C'est la frontière entre les deux, donc effectivement, bah, ça connecte les deux. Exactement. Alors là, je vais le mettre, en l'occurrence, je vais le mettre dans Train-Train Infra, ou dans Train-Train tout court, et hop, à la racine, le temps qu'on se décide. Ça montre bien qu'il y a une archi hexagonale dans Train-Train. Reserve site adapteur, on va le déplacer, on va le mettre dans le bon truc. On va le mettre du coup dans l'infra, hein. Train-Train dans le répertoire infra. Ok. Ici. Et alors mon test. Alors j'ai pété mes tests là. C'est normal parce que avant, ma business logic, elle me retournait une string. Et j'insertais sur cette string. Maintenant, elle me retourne des reservation requests. Donc j'ai juste un petit truc rapide à faire, c'est de prendre l'instanciation de l'hexagone et de l'adaptateur, et de prendre ces trois lignes-là et de remplacer mes deux lignes précédentes par les trois. Donc je fais ça. Là, c'est 3 sièges que je veux. Donc là, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Donc là, je lui passe le JSON result. En gros, mon test d'acceptance, il insère toujours sur des strings. Donc en gros, il faut que je lui donne à manger des strings. C'est-à-dire qu'il faut que je lui donne à manger le résultat de l'adaptateur. JSON result. Ça devrait... Ah oui, 2. Il y en a qui suivent. Non, 3. C'était 2. Donc dans mon DTO, je dois mettre 2. Super, merci. Web Ticket Manager, réservation, là c'est 3. Donc là on est bon, j'ai juste à mettre le JSON result et je crois qu'il m'en reste 1 ou 2. Il m'en reste 1, c'est 6.
Alors lui, le 6, tac, tac, tac. Donc j'en veux 6. Donc mon DTO JSON, il m'en veut 6. C'est le JSON résulte. Donc là, en faisant ça, je viens normalement de fixer les tests. Ok, j'ai fixé tous mes tests d'acceptance. Et mes tests d'acceptance, ils ont vraiment l'équivalence que va avoir mon code ASP.NET. C'est-à-dire que j'instancie mes deux adaptateurs de droite, j'instancie mon hexagone au centre, j'instancie ma clé à gauche, ma clé de porte d'entrée vers mon hexagone, et c'est à elle que je pose une question, en envoyant un truc qui est du pseudo-JSON. Et donc c'est cet adaptateur-là qui me retourne le truc qui est adapté par rapport à mon application, à mon contexte web. Donc là, en l'occurrence, c'est du JSON. Donc il ne me reste plus... Alors, d'après vous, je le mets où dans l'application REST, dans l'application ASP.NET? Ce bout de code-là. Alors, l'application ASP.NET, c'est du code d'infra, mais ça, je vais vouloir l'instancier qu'une seule fois. En gros, cette cinématique en trois étapes là, de l'archi hexagonale, je vais le faire au démarrage de l'appli. On appelle ça le startup dans l'appli ASP.NET. Et donc, hop, je le mets dans startup. Et il y a, alors ça, c'est juste un conteneur IOC dans toutes les applications ASP.NET. C'est là où je vais instancier mon hexagone en fait. Ça va être mon bootstrap. C'est mon bootstrap de l'appli. Alors, je vais le faire moins crispé parce que là, j'ai embarqué tous mes mocks et tous mes tests. Donc là, ce n'est pas des mocks que je veux. En fait, ça va être encore plus simple que ça. On va créer un hexagone et on va faire un new train data service. Ok. Je lui donne l'URL, je vais le fixer juste après. Là, on fait un new booking reference service. Donc là, je demande les vraies implémentations, en l'occurrence. J'instancie mon hexagone avec les vraies implémentations. Et mon adaptateur REST, je le donne je lui donne le vrai hexagone. Alors on va quand même mettre les bonnes URL parce que sinon la démo va être beaucoup moins sympa. Beaucoup moins sympa, donc ils sont là. À la limite, je les déplace. Alors, je vais copier, voler, ici. Donc là, j'avais besoin de mes deux URL. Typiquement, ce genre de code, vous allez les regarder dans votre conf, etc. Ce n'est pas des trucs hardcodés. Hein. Et là, pour les besoins de l'exercice. Donc là, je vais récupérer l'URL train data service, ça c'est bon. U majuscule, tu m'as dit, bon, j'aurais dû t'écouter. URI Booking Reference Service. Donc là, je donne mes implémentations concrètes. Là, on n'est pas dans les tests, hein, on est d'accord, on est dans le startup de l'application ASP.NET. Donc je ne donne pas de mock, je donne les types concrets, je donne les bonnes URL. Et j'instancie ma clé noire. Et je vous ai dit, la seule chose que je vais garder dans mon application, c'est la clé noire. Ça va être le seul point d'usage, on va dire, de toute mon application ASP.NET là. Donc je vais l'enregistrer dans le conteneur IOC d'ASP.NET en faisant un add singleton. Et donc le singleton, ça va être un singleton. Attention, c'est pas de l'hexagone, hein, c'est vraiment l'adaptateur. Réserve site adapteur. Ok. En faisant ça, je viens de. Donc ça, c'est au démarrage de l'appli. Je viens d'instancier mon hexagone avec toutes les bonnes clés pour aller parler aux bonnes personnes, en vrai. Et la clé noire, qui est le point d'entrée vers ma logique métier, je viens de l'enregistrer dans le conteneur IOC d'ASP.NET. Ça veut dire que maintenant, dans mon contrôleur ASP.NET, je vais pouvoir récupérer cet adaptateur. Donc là, je suis dans le contrôleur ASP.NET, je crée un nouveau constructeur qui récupère en argument adapteur. Ouais, ok, on va y arriver. Adapteur. Et ben on est en DDD, donc reservation site. Adapteur. Ah. Ok. Et donc c'est ça que je vais garder dans un champ. Ok. Maintenant, dans ma callback, à chaque fois qu'on m'appelle, au lieu de faire un not implemented, je vais faire quoi? Eh ben, je vais faire un return await de this. Pardon. Mon adaptateur, il s'appelle comment? Reservation site adapteur. Et je vais lui appeler la méthode post avec mon DTO. Reservation request, ici. Tac. Bon, alors là, ça paraît un peu compliqué parce que c'est du code legacy et que c'était pas comme ça. Ça peut être beaucoup plus rapide sur une application green. Là, ça compile, les tests d'acceptance passent. Alors, il reste le dernier juge de paye et on en aura fini. C'est de lancer l'application. Suspense. C'est là où Alors, l'expert vient voir.
avant de lancer l'application, j'ai juste lancé les backends SNCF. Donc là, j'ai une autre solution à côté, SNCF.com, avec Booking Référence et le Train Data Service. Donc je vais les lancer d'abord. Donc ça, ce sont les deux Web API de la SNCF dont je vais avoir besoin. Hein. Donc je les lance. Donc là, pour que vous puissiez voir Booking Référence, on a dit que c'était un get et ça doit me donner un... Voilà, ça me donne des booking références, je ne sais pas si vous le voyez, à chaque fois que je l'appelle, ça me donne une booking référence différente. Et puis là, c'est celui qui me donne la topologie des trains. Alors la topologie des trains, elle est un peu plus musclée que dans le petit test d'acceptance. Et donc la dernière étape pour vérifier si on n'a pas tout pété, c'est-à-dire pas péter la prod, qui est quand même le plus important, eh bien c'est de lancer en mode debug, en mode pas debug. Ah oui, il faut quand même un output type sur un projet. Donc là, en fait, j'ai ma solution, je ne lui ai pas dit quel était le projet de départ. Donc je vais lui dire Startup Project, c'est la Web API. F5. Bon, j'ai un peu les miquettes, mais. Hop. Alors là, il me démarre. Donc là, il est en train de me démarrer Train-Train, hein, qui est notre site sur lequel on travaille depuis le début. Alors, on a vu que c'était un post hein, qu'il fallait faire. Hein. Donc il va falloir que je fasse une requête post. Donc ça tombe bien, j'ai pas Postman, mais j'ai un HTTP requester dans Firefox, c'est la même chose. Alors, je sais pas ce qui se passe là. Il est parti, c'est bon, j'étais. Okay. Voilà, donc là le site est démarré. Mon post est un peu fatigué, donc ça a mis un peu de temps. Donc là, c'est l'équivalent d'un post, hein, de Postman. Je vais demander 5 places à un train, dont voici l'identifiant. Et on va voir ce que ça donne. Je fais un post. Ouf, on n'a pas pété la prod. Là, bravo. Je refais un post. Donc là, il m'a donné du 1A au 5A. Je redemande 5 places. C'est un peu plus rapide, du 6 au 10. Et je demande 20. Il me demande dans la voiture B, comme ça, tout est dans la voiture B, je demande 20 places et voilà. Bon ben voilà. Bon bah il est déjà tard. Désolé, j'ai pris plus de temps. Bravo les gars. Ouais, de faire gagner le dernier livre. Ouais. Alors. Irab. Alors là, c'est plus le tweet le plus drôle ou le plus grand nombre de tweets, c'est le tweet le plus pertinent. Alors c'est complètement subjectif aussi. T'avais donné la règle avant ou pas? Non? Non, mais bon. Pareil, c'est comme sur les projets, les règles arrivent au fur et à mesure. Bonne pirouette. Tu fais bien l'expert. Je suis bien l'expert du domaine. J'en ai côtoyé beaucoup. Alors, le gagnant est Christophe Godard. Bravo. Alors, pour quel tweet? Quel tweet, Alors, ouais. c'est essentiellement qu'il a couvert de façon exhaustive sans se fatiguer et les points pertinents. Donc c'est pas pour un tweet en particulier, mais c'est vraiment pour son œuvre. Pour son œuvre. Bravo. Pour l'ensemble de son œuvre, pour l'ensemble de l'après-midi. Bravo Christophe. Merci. Bravo Christophe. Merci Christophe. Merci. Il ne reste plus qu'à conclure. Hein. Bah ouais, je pense que là on a couvert beaucoup de choses. Ouais. Alors on s'est dit qu'après vous avoir montré tant de code et puis il y a beaucoup d'infos à digérer quand même. Ouais, c'est beaucoup, ouais. On s'est dit qu'on allait faire une conclusion simple. Donc on va garder que un point. Ça a été simple. Ça vous va? Voilà, il y a une chose à retenir de notre point de vue pour cette journée et autour du DDD, c'est voilà, se concentrer sur, de mettre en valeur et de protéger la valeur métier dans votre code et dans vos softs. Ça serait une sorte de récap de ce qu'on a essayé de vous montrer aujourd'hui. Le DDD, c'est souvent abstrait pour les gens. On discutait à la pause. Notre objectif était vraiment de rendre ça très concret. Donc, on n'a pas montré tout le DDD, on a montré juste certains aspects. Et même le code, on ne l'a pas refactoré complètement. Parce que là, on s'est concentré effectivement sur le code, donc sur un système, sur un logiciel. Ce logiciel va s'intégrer après avec d'autres logiciels, donc il y a beaucoup d'autres choses. Et une grosse valeur innovante, enfin une grosse valeur du DDD. Et la partie innovante du DDD, c'est cette partie-là, la partie strategic design aussi. Bon, vous pouvoir regarder un DDD Reboot, on en parlait
sur ce que ça comportait. Voilà, donc là on était sur le code. Vous voyez, on n'a pas parlé de framework, on n'a pas parlé de technique, on ne s'est pas concentré sur la solution, le code ne parlait que du domaine, plus ou moins. Alors, il y a un peu de JSON, etc. Mais bon, bref, voilà, ça justement, on l'a mis dans son coin. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, mais faute de temps, c'est un peu plus long, il y a des pièges. Vous vous rappelez, dans le constructeur du train, il y a une analyse dynamique de JSON. Ouais. Ça, c'est important de le mettre dans un adaptateur. Et donc, on va pousser le code sur GitHub. Donc, pour ceux qui font du .NET, vous pourrez faire des codes retreat si ça vous intéresse. On vous donne la solution à refactorer, et voilà, pour aller au bout. Et peut-être on essaiera de l'apporter en Java, si on a le temps. Si on trouve le temps. On pourra l'apporter aussi sur des langages fonctionnels. Ça, le porteur Java, ouais. Ou en Scala, ouais, François, ou Haskell. Et donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Alors, si vous avez des questions... On a des micros. On a des micros. Ouais, on a des micros, on peut se balader. Vous avez des questions, on a des micros. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, il y a une question là. Je vais descendre. Merci pour la bonne idée, c'est top. Question sur l'architecture hexagonale. C'est un peu technique, c'est très spécifique. Là, tu as une signature pour les hexagones. Sur ton interface, ouais, sur ton hexagone, tu as un petit peu retour. Est-ce que tu fais ici une tasse? Attends, on va le reprendre. Sur l'hexagone. Hein. Ouais. Ok. En gros, ton highlighter 6 là. Ouais. Quand tu appelles le reverb, il y a un petit peu de retour. Celui-là? Ouais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles tout le temps, de manière contextuelle? Je sais que dans l'expérience que tu connais en commun, on avait un peu un principe fort qui veut dire qu'en fait, le retour, c'est du fire and forget, et tu reviens derrière par des systèmes de cube. Alors, tu étais sur l'archi CQRS, je me souviens. Et oui, en mode CQRS, effectivement, l'update n'attend pas de retour. Là, je t'avoue qu'on est parti. Pour arriver à faire ce truc-là, on a dû générer du legacy, on a dû trouver l'exemple, etc. C'est par manque de temps, on pourrait effectivement faire sous forme de faire un forget avec un événement ou un autre moyen, une callback pour recevoir la réponse, par exemple. On en avait parlé, mais matériellement, le temps, c'est très compliqué. On pourrait faire du PubSub aussi pour... Et puis ça pouvait rajouter plein de concepts supplémentaires. Et du coup, déjà, on a donné beaucoup d'informations, et puis il y a beaucoup de code, et puis machin, donc on s'est dit à digérer pour vous. Alors, je voudrais faire un petit sondage. Qui a trouvé ça difficile à digérer? Bon, bah écoutez, ou alors qui est timide? Il n'a pas osé la main à la question d'avant. Bon, super. En tout cas, ça veut dire que... Est-ce que ça vous a plu? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait une question aussi. J'avais une question concernant l'interconnexion de layer et l'adaptateur que vous avez implémenté. T'es où? C'est la même chose. Ah oui. Non, excuse-moi, tu peux répéter? Est-ce que l'adaptateur que vous avez implémenté et l'interconnexion de layer, c'est la même chose? Alors, l'adaptateur, c'est un bon endroit pour mettre en place une anti-corruption layer. Après, anti-corruption layer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen de se protéger d'un contexte, protéger un contexte d'un autre contexte. Donc là, on a le contexte de réservation de train, c'est notre contexte là. Puis on a le contexte de SNCF aussi. Et donc, leurs préoccupations ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc, soit on est en mode très conformiste et on accepte leur modèle de données et on n'essaye pas de se protéger de ça, soit on va garder notre propre modèle à nous et on va faire un mapping à chaque fois pour passer de leur modèle, SNCF, au nôtre. L'anti-corruption layer, tu as plein de façons de l'implémenter. Ça peut être juste au sein d'un adaptateur dans une archi hexagonale, mais ça peut être aussi un autre système qui peut être intermédiaire entre SNCF et toi. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc il n'y a pas de réponse unique à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur le sujet là-dessus. Mais donc une implémentation possible, ça serait de mettre cet anti-corruption layer dans un adaptateur de ton archi hexagonale. Ça répond à ta question ou pas? Ouais? Ok. Il y a une autre question aussi.
pour gérer, tacler la complexité dans le logiciel, tu l'as dit Jérémy tout à l'heure. Moi j'ai envie de dire que déjà, un projet sur lequel tu mets la valeur métier au cœur de toutes tes préoccupations, même si tu n'utilises pas tous les patterns, toute la boîte à outils du DDD, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même dans la boîte à outils du DDD, déjà pour moi c'est vachement mieux que ce qu'on voit partout, je trouve. Donc déjà, faire en sorte d'inscrire tout ce que tu fais, se poser la question c'est quoi la valeur en métier, ou c'est quoi la valeur, est-ce que ça apporte de la valeur ou pas, déjà c'est pas mal. Le fait d'avoir le langage omniprésent, ce qu'on appelle l'ubiquitous langage, en gros c'est le fait de dans le code et dans tout ce que tu fais, tu utilises le langage du métier, tu joues pas au malin, tu fais pas des managers ou des machins ou tu n'inventes pas un terme. Moi, je sais quand j'ai commencé ma carrière, je suis arrivé dans une équipe de dev où le chef de... Alors, j'arrive, on m'explique le métier. Bon, ça ne me paraissait pas trop compliqué. Super, je regarde le code. Et là, moment d'angoisse, est-ce que je suis arrivé dans la bonne équipe ou pas? Le code ne disait pas du tout la même chose, il n'utilisait pas du tout les mêmes termes. Alors je demande au chef de projet, mais il ne nous a pas dit que c'était tel terme, mais pas celui-là, etc. Et là, le chef de projet me dit, mais attends. Eux, donc les experts du domaine, les utilisateurs, c'est des gros blaireaux. Ils savent pas, ils connaissent pas leur truc. Nous, on connaît mieux qu'eux. Donc voilà. Donc en gros, toute l'application était codée avec des langages de super malins. Alors je ne sais pas s'il avait raison ou pas sur le fait que les autres soient des blaireaux et pas lui. Ce que je sais en revanche, c'est que ça nous a posé beaucoup trop de problèmes. Cette fameuse traduction, tous ces implicites, tous ces trucs à traduire, ça nous a occasionné des bugs. Ça nous a posé enfin, tu vois, lire du code comme ça toute la journée, qui ne dit pas la même chose que ce que tu entends quand tu es en réunion, tu deviens un peu, alors pas schizo, c'est pas le terme, mais ça fatigue. C'est quoi? Mais c'est ça, ouais. Et tu fais un effort de traduction en permanence. Et même si tu traduis bien, forcément il y a des choses trappes, tu vas te louper, tu vas confondre des unités, tu vas confondre des préoccupations, et tu vas pas être aligné comme disait Jérémy, c'est-à-dire que le DDD il permet d'être le plus aligné possible le problème, enfin d'aligner la solution au problème. Et parce que quand le métier change et que le problème change, comme tu es aligné, tu vas pouvoir le suivre plus rapidement, plus facilement. Si tu es déjà à 3 km de ce qu'il demandait, quand il change, est-ce que tu vas arriver au bon endroit ou est-ce que tu vas arriver, comme quand tu creuses un trou sous une prison, tu sais pas où tu vas. Tu pars dans un tunnel, tu sais pas où est-ce que tu vas sortir. Alors, la question intéressante, est dans le DDD, en fait, il y a aussi une réponse. Dans le bouquin de Requirements, dans les parties stratégiques, justement, il y a ce qui s'appelle la distillation, et ça répond à cette question, c'est en gros, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire du design? Parce que, par le principe, effectivement, faire du design, faire la qualité, de la face, ça a un coût. Et est-ce que ça vaut le coup de l'appliquer? Et donc, en fait, la distillation, ça dit juste, ok, on va essayer de distinguer le corps domaine. Pour faire simple, je pense que ce qu'on a parlé d'alignement, c'est ça, c'est est-ce que ce problème, justement, c'est le problème actuel de la boîte? Peu importe l'organisation, du soft ou du web. Et si ça ne l'est pas, autant acheter un soft sur étagère, oui, ça sert à rien pour redévelopper, par exemple, une comptabilité, si votre business n'est pas faire ça, autant acheter un soft sur étagère, voilà, parce que ce n'est pas votre cœur du domaine. Le cœur du domaine, en un mot, c'est est-ce que c'est, on va dire, la stratégie du moment? Stratégie, en gros, quelle est son stratégie sur la rentrée? Toutes les boîtes, normalement, doivent avoir une stratégie pour dire, ok, ce qui est important, c'est ça, en ce moment. Ça bouge, donc c'est pas gravé dans le marbre. Donc voilà, donc dans le DDD, il y a également aussi un outil dans la partie stratégique qui s'appelle la distillation. Distiller, c'est-à-dire arriver à la source scientifique, moi, c'est le domaine, le corps domaine. Et donc, il distingue effectivement les domaines génériques, le cœur du domaine, les domaines support, etc. Donc, vous regardez, c'est pas le ici pour là-dessus, mais sachez que. Et on a des t-shirts à faire gagner, j'espère vraiment qu'on se fasse jeter. On a dit comment on allait faire gagner ou pas? Je sais plus. Si, on les a dit au début. Oui. Ouais, alors, parmi les tweets qui arrivaient. Ouais, tu délègues, ça s'appelle. Alors j'ai un autre nom si vous voulez, quand même. L'un qui méritait aussi largement. C'est Guillaume Deschenay. Guillaume, bravo à toi. Alors en termes, notre fournisseur n'était pas exhaustif. Alors tu as du DDD Reboot, Make Implicit Explicit ou du Legacy Club? Ah, Legacy Club, ouais. Legacy Club, alors t'es quelle taille? L. L. C'est bon. Hop. Magnifique. Tiens. Merci. Je t'en prie. Il y en a d'autres ou pas? Parce qu'on a 3 t-shirts encore. Alors, il y a Lucas Courreau. Lucas Courreau. Oui, Courreau. Super. Quelle taille?
Bravo à toi. Alors, délégué Reboot ou Legacy Club? Alors, des reboots, il nous en reste un L et un M. Je prends pour lui, mais c'est un M. C'est un M. Tiens, Merci. t'en prie. Il en reste 3, 2 Legacy Club et un DDD Reboot. C'est-à-dire, hein, Vas-y, hein. Maxime Gel. Maxime. C'est toi. Bravo à toi. Ça va nous faire de la lecture pour ce soir, tous vos tweets. Quelle taille? M ou Et puis, S? Emmerich, Il y a S en Legacy Club. Attends. Ouais. Quelle taille? après, il y aura Greg. L? M. 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 Eh ben, il n'y a que des L. Donc il y a Legacy Club ou DDD Reboot. Tu veux regarder? DDD Reboot. Ok. Il en reste un dernier. François Saradin. François, c'est L. J'espère que ce sera pas trop grand. Super, j'adore. Merci. Cool. Merci à tous.